Maman tendit le dernier cadeau à ma sœur, puis joignit ses mains sur ses genoux, comme si ce matin de Noël s'était déroulé exactement comme prévu. Chaque cadeau sous l'arbre était accompagné d'une note manuscrite. Tous les cadeaux, sauf le mien. Je regardai une dernière fois sous les branches. Rien. Le mien avait-il été déplacé quelque part? Maman croisa mon regard. Non. Le silence se fit dans la pièce. Les gens qui ne donnent rien à cette famille ne sont pas récompensés. Ma gorge se serra. Rien comme quoi? Le respect. Papa fixa son café. Ma sœur baissa sa carte. Je me levai du canapé. Maman fronça les sourcils. Où vas-tu? À l'étage. Le visage de tante Morgane devint blanc. C'était la première chose utile que quelqu'un avait faite de toute la matinée. À ce moment-là, j'avais 29 ans. Je vivais seule à Columbus, et j'enseignais dans une école publique de l'autre côté de la ville. Je passais mes journées de semaine auprès d'adolescents qui repéraient l'injustice en 3 secondes. À la maison, j'avais passé des années à faire semblant de ne pas la voir. Ma mère s'appelait Paige Parker, et elle avait le talent de décider ce qui se passait, avant que quiconque ne puisse le décrire. Si je me mettais en colère, j'étais instable. Si je restais silencieuse, je faisais la tête. Si je quittais la pièce, je faisais une scène en quittant la pièce derrière moi, s'exclamait-elle. Et ne commence pas à pleurer. C'est comme ça que chaque Noël finit par tourner autour de toi. Ma main se crispa sur la rampe. Elle avait déjà écrit ma réaction pour moi, alors je lui ai donné autre chose. D'accord. Puis je continuai de marcher. La boîte se trouvait là où je l'avais laissée des années auparavant. Cachée derrière de vieilles couvertures d'hiver, dans le placard de la pièce qui était autrefois la mienne. En plastique rouge, le couvercle est raflé, un coin fissuré maintenu par du ruban adhésif gris. Quand je la portai en bas, Morgane murmura « Tu as gardé ça ?» La tête de maman se tourna brusquement vers elle. Je m'arrêtai à mi-chemin dans la pièce. « Tu t'en souviens ?» Morgane serra les lèvres. Nathalie regarda de ma tante à moi. Ma sœur aînée avait passé la majeure partie de cette matinée, à essayer de disparaître derrière une tasse de café. Son mari, Gareth, observait tout le monde. « Non. Qu'y a-t-il dans la boîte ?» demanda Nathalie. « Rien que tu aies besoin de voir, » dit maman. Je la posai sur la table basse. « Remets-la. » J'ouvris le couvercle. De vieux journaux intimes, des dossiers médicaux, une pile de relevés de comptes copiés, quelques cassettes de caméscope d'enfance, des enregistrements téléphoniques plus tardifs, et des messages vocaux sauvegardés. La lettre scellée de grand-mère. Maman tendit la main vers la boîte. Je posai ma main sur le couvercle. Non. Ses doigts s'arrêtèrent. Cette minuscule pause me frappa plus fort que n'importe quelle excuse n'aurait pu le faire. À 16 ans, elle pouvait prendre mon téléphone, mes signaux, mes lettres, tout ce qu'elle décidait que j'utilisais contre la famille. À 29 ans, elle devait s'arrêter quand je disais « stop ». Papa leva enfin les yeux. « Courtney, ne fais pas ça. Tu l'as déjà fait. » Maman laissa échapper un petit rire. Voilà. C'est exactement ce que je veux dire. Déterrer de vieilles rancunes à Noël. Tu as fait de ce matin une question de respect. Je dis, alors, parlons-en. Je pris un des enregistrements. Le visage de maman changea. Ce fut suffisant pour me faire comprendre que j'avais le bon. L'enregistrement n'était pas dramatique. C'est ce qui le rendait pire. Ma voix d'adolescente de 16 ans traversa la pièce, faible et tremblante, demandant à être autorisée à rentrer. La voix plus jeune de maman répondit de l'autre côté de la porte. Une nuit froide pourrait t'apprendre à quel point tu as de la chance. Nathalie se figea. Je me souvenais de cette nuit par bribes. Mes doigts engourdis dans les manches d'un sweatshirt. Ma joue pressée contre la porte, parce que je pensais que papa pourrait m'entendre. La lumière du porche s'éteignant. À l'époque, j'avais supplié. Maintenant, je tenais l'enregistrement dans ma main.
Nathalie fixa maman. C'est la nuit où tu as dit qu'elle s'était enfuie. Maman croisa les bras. Tu n'entends qu'un fragment d'une situation bien plus vaste. Tu savais où elle était. Elle était impossible cette année-là. Papa intervint. Tout le monde était stressé. Je le regardais. Tu as dit aux gens que j'avais choisi de partir. Personne ne répondit. L'enregistrement le fit. Gareth se pencha en avant. Attendez. Vous saviez exactement où se trouvait une adolescente de 16 ans, puis vous avez dit à tout le monde qu'elle s'était enfuie. Maman lui lança un regard. Tu n'étais pas là. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Pour une fois, quelqu'un en dehors de la bulle familiale l'avait dit clairement, et maman détestait entendre ça. Nathalie tendit la main dans la boîte et en sortit l'enveloppe de grand-mère. Maman bougea rapidement. Laisse ça. Nathalie se figea, puis l'ouvrit quand même. À l'intérieur, il y avait la lettre de grand-mère et un vieux relevé de compte de dépôt. Mon nom y figurait. Celui de maman aussi. Listé comme dépositaire. Le solde était de 31 842,17 $. J'avais tellement regardé ce chiffre qu'il ne ressemblait plus à de l'argent. Grand-mère m'a laissé ça. J'ai dit, quand j'ai eu l'âge de demander où était le compte. Tu m'as dit qu'il n'y en avait jamais eu. La mâchoire de maman se crispa. Puis elle dit la partie silencieuse à voix haute. As-tu la moindre idée de ce que coûte le fait de t'élever? La nourriture, les médecins, les vêtements, l'école. Cet argent est resté dans cette famille. La tête de Nathalie se tourna lentement vers elle. Je gardai ma voix posée. Je ne suis pas en colère à cause du chiffre. Tu m'as enlevé toutes les issues que j'avais. Puis tu m'as traité de faible pour être resté. Papa referma brusquement le couvercle. Ça suffit. Je l'ouvris à nouveau. Maman pointa la boîte du doigt. Donne-moi ça. Non. Alors, sors de ma maison. C'est pour ça que je l'ai apporté. Pendant une demi-seconde, un soulagement traversa son visage. Elle pensait que je voulais dire que je laissais les preuves derrière moi. J'ai presque admiré sa confiance. Tu pensais vraiment que j'avais apporté les seules copies? Son expression se vida. Je tapotai le couvercle une fois. Tu m'as appris à faire mieux que ça. Chaque fois que j'avais quelque chose qui te mettait mal à l'aise, tu le prenais. Mon téléphone, mes signaux, mes lettres. Alors, j'ai appris à ne pas laisser la seule copie de quoi que ce soit d'important là où tu pouvais l'atteindre. Maman regarda Nathalie. Dis-lui de partir. Nathalie ne bougea pas. Pourquoi lui as-tu dit que le compte n'avait jamais existé? Tu ne comprends pas les finances. Alors, explique-les. Arrête de choisir ta sœur plutôt que ta mère. Le visage de Nathalie se crispa. Je te pose une question. Ce fut la première fissure à laquelle j'ai fait confiance. Non pas que Nathalie soit soudainement devenue mon héroïne. Non. Elle avait passé des années à profiter de la version plus facile de notre famille, celle où j'étais la fille difficile, et elle la loyale. Une seule question ne pouvait pas effacer cela. Pourtant, elle avait enfin cessé de répéter les phrases de maman. 2 jours après Noël, je m'assis en face de Brianna Foster, une avocate civiliste dont le bureau était à 10 minutes de mon appartement. Je posai les documents originaux et les supports de stockage originaux sur son bureau. Elle étudia le relevé de compte. Puis la lettre de grand-mère. Le compte existait clairement. Elle dit, je peux examiner ce qui lui est arrivé. Cela ne signifie pas que chaque retrait était illégal. Je veux juste la vérité. Alors c'est par là que nous commençons. Je lui ai laissé les originaux. Les copies de travail sont rentrées avec moi à la maison. Mon appartement avait déjà une petite caméra d'entrée, face à la porte. Des colis avaient été volés dans notre immeuble cet automne-là, et je l'avais installé des mois auparavant. À l'époque, je pensais que la plus grande menace pour ma porte d'entrée était quelqu'un qui volait du shampoing et de la nourriture pour chiens dans le couloir. Cela a changé après Noël. J'ai envoyé un message à maman et papa.
Aucun de vous n'a la permission d'entrer dans mon appartement. Rendez la clé de rechange par l'intermédiaire de Nathalie. Papa répondit, d'accord, maman ne dit rien. J'ai aussi demandé à la direction de l'immeuble de changer la serrure. Noël était tombé sur un week-end férié, donc le premier rendez-vous disponible fut le matin du jour ouvrable suivant. Le changement de serrure était prévu. Jusque-là, l'ancienne clé fonctionnait encore pendant plusieurs jours. Maman se tut, pas d'appel, pas de texto, pas de message familial général sur la façon dont j'avais gâché Noël. Même papa ne laissa qu'un seul message vocal demandant à tout le monde de se calmer. Nathalie m'appela et dit, peut-être qu'elle a enfin compris le message. Je voulais que ce soit vrai. Le silence m'avait presque convaincu. Puis mon téléphone s'alluma avec une alerte d'entrée. Un seul coup d'œil à l'image tendit tous les muscles de mon corps. Maman était dans mon appartement. Elle n'avait pas deviné un code. Elle n'avait pas cassé de fenêtre. Elle avait gardé une ancienne clé en double et avait attendu de nous voir, Nathalie et moi, quitter l'immeuble ensemble. Sur la vidéo, elle se dirigea directement vers le placard de rangement. Directement vers la boîte rouge. Elle la souleva des deux mains et se dirigea vers la porte. J'ai appelé Nathalie. Elle est dans mon appartement. Quoi? J'ai envoyé la capture d'écran. La respiration de Nathalie changea. Elle cherche la boîte. Elle l'a trouvée. Les originaux sont-ils dedans? Non. Gareth est rentré avec nous. Je suis restée dehors pendant que maman était encore à l'intérieur. Des années auparavant, je me serais précipitée, car j'avais plus besoin de la confrontation que de la sécurité. Plus maintenant. Maman ouvrit la porte, portant ma boîte rouge contre sa poitrine. Ses yeux se posèrent sur moi. Puis Nathalie. Puis Gareth. Pour la première fois de la semaine, elle n'avait pas de public préparé. Je pointai la boîte du doigt. Pourquoi as-tu ma propriété? Je t'empêche de faire exploser cette famille, pour des choses que tu ne comprends pas. Nathalie s'avança. Comment es-tu entrée? Ta sœur a donné une clé à cette famille. J'ai révoqué cette permission, dis-je. Maman regarda Nathalie. Nathalie savait que papa avait pris connaissance du message. Ce fut le moment où maman comprit que l'ancienne ambiguïté avait disparu. Elle essaya un angle différent. Je protégeais tout le monde. La voix de Nathalie baissa. De Courtenay, ou de découvrir ce que tu as fait? Maman serra la boîte plus fort. Au moins, c'est là où ça doit être. Un rire m'échappa. Un seul. Ses yeux se plissèrent. Qu'est-ce qui est drôle? Ce sont des copies, elles aussi. La couleur s'échappa de son visage. Les originaux sont chez Brianna depuis après Noël. Tu as planifié ça. Non, je planifie de me protéger. Ce que tu as fait après cela, était ton choix. Maman se tourna vers Nathalie, comme si elle avait encore une sortie de secours. Je suis sa mère. Nathalie secoua la tête. Elle t'a dit de ne pas entrer chez elle. Tu ne comprends pas ce qu'elle nous fait. Elle ne t'a pas forcé à utiliser cette clé. Maman la fixa. Les yeux de Nathalie se remplirent de larmes, mais sa voix resta stable. Si tu voulais protéger cette famille, tu aurais dû agir comme un membre de la famille. C'était ça. Pas des menottes, pas une confession au tribunal, pas une humiliation publique géante. La chose que maman avait passé des années à protéger, se brisa là. Nathalie cessa de la croire. L'entrée de l'appartement devint un incident extérieur, au lieu d'une autre dispute privée que maman pouvait réécrire avant le dîner. J'ai remis les séquences et les messages pertinents aux personnes appropriées, et je les ai laissés décider de la suite. Le changement de serrure prévu eut lieu. Maman perdit l'accès à mon domicile. La boîte rouge resta la mienne. L'argent prit plus de temps. Des semaines plus tard, Brianna posa des dossiers de compte supplémentaires devant moi. Le compte existait. Elle dit qu'il y a eu des retraits pendant que ta mère était dépositaire. Je ne peux pas encore te dire quelles dépenses étaient légales, et lesquelles ne l'étaient pas.
Mais elle a menti quand elle t'a dit que le conte n'avait jamais existé. Cela a eu plus d'importance que je ne l'avais imaginé. Pendant des années, maman m'avait fait croire que la vérité ne comptait que si je pouvais la prouver, chaque centimètre, d'un seul coup. Brianna fit glisser la lettre de grand-mère vers moi. Il y a des problèmes qui méritent d'être poursuivis, et je m'en occuperai séparément. Mais ne fais pas de cette affaire toute ta vie. Je n'en ai pas l'intention. Bien. Laisse-moi m'occuper des papiers. Va vivre. Alors, je l'ai fait. Nathalie s'excusa une semaine plus tard, à ma table de cuisine. Elle garda ses deux mains autour d'une tasse, et la fixa longtemps. Te croire difficile, me rendait les choses plus faciles. Cette phrase était meilleure que « je suis désolée, seule ». Elle ne me demandait pas d'effacer ce qu'elle avait fait. Elle nommait ce qu'elle en avait tiré. Je ne peux pas passer de ça à te faire confiance. Je dis, je sais. Si tu le penses, montre-le-moi. Je le ferai. Et elle l'a fait. Lentement, Garrett est resté en dehors de tout ça. Il a confirmé ce dont il avait personnellement été témoin, et a refusé de devenir le détective de qui que ce soit. C'était suffisant. Morgan appela ensuite. Sa voix était plus petite que dans mes souvenirs. Je savais pour la nuit dehors. Je fermais les yeux. À quel point savais-tu? Assez. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que défier ta mère rendait toujours tout pire. Pour qui? Morgan n'eut pas de réponse. J'acceptais la vérité. Je n'ai pas restauré la relation. Papa tint un mois de plus avant d'admettre qu'il savait que maman avait autrefois fait une copie supplémentaire de ma clé d'appartement. Je n'ai jamais pensé qu'elle l'utiliserait vraiment. C'était toujours ton excuse. Je dis, tu n'as jamais pensé qu'elle irait aussi loin, jusqu'à ce qu'elle le fasse. Il commença à s'excuser. J'ai mis fin à l'appel. Aucun contact ne fut rétabli. La conséquence pour maman fut plus dure pour elle que de perdre une dispute. Nathalie cessa de répéter sa version de moi. Garrett ne l'avait jamais acceptée. Morgan avait admis ce qu'elle savait. Le silence de papa ne réglait plus rien. Maman avait toujours des opinions. Elle avait toujours des explications. Ce qu'elle perdit, c'était le pouvoir de faire de ses explications le registre officiel de la famille. Le Noël suivant, je suis allée chez Nathalie et Garrett pendant quelques heures. Les cadeaux étaient petits. Nathalie me tendit un paquet enveloppé dans du papier uni. À l'intérieur, il n'y avait rien de cher. Il y avait une note manuscrite pour ma sœur. J'aurais dû demander plus tôt. Je ne détournerai plus le regard. Je l'ai lu 2 fois. Noël dernier, tout le monde avait reçu une note, sauf moi. Cette fois, la note venait de quelqu'un dont le comportement avait changé, avant même que les mots n'atteignent la page. La boîte rouge resta à la maison. Pour la première fois, je n'attendais pas que quelqu'un d'autre décide si j'avais ma place. En y repensant, le cadeau manquant n'a jamais été la vraie punition. Un cadeau n'est qu'un objet. Le papier d'emballage se déchire. Les choses se cassent. Les gens oublient ce qu'ils vous ont acheté. Ce que maman a fait ce matin-là, était différent. Elle a transformé un rituel familial en un verdict public. Tous les autres méritaient de la chaleur. J'avais, soi-disant, mérité l'exclusion. Ce genre de message peut s'enfoncer profondément, car il recrute des témoins. Il invite tout le monde dans la pièce à accepter le même classement, sans jamais avoir à le dire à voix haute. Avec le temps, la question change. Les gens arrêtent de demander ce qui lui est arrivé, ils commencent à demander pourquoi elle est toujours en colère. Ce changement protège la personne qui a le plus de pouvoir. Pendant des années, j'ai répondu à la mauvaise question. J'ai continué à essayer de prouver que je n'étais pas trop sensible, trop en colère, trop dramatique, trop ingrate. Maman n'a jamais eu à prouver qu'elle était juste. J'ai dû prouver que je méritais la justice. Une fois que j'ai compris cela, beaucoup de choses sont devenues plus simples. La première règle que j'ai tirée de tout cela est simple, le respect et l'obéissance ne sont pas la même chose.
Maman a dit que je n'avais montré aucun respect à la famille. Regardez ce qu'elle voulait réellement. Ne me contredis pas. Ne mentionne pas le passé. Ne réagis pas quand je t'embarrasse. Continue de venir pour les vacances. Souris quand les gens te regardent. Accepte ma version des événements. Ce n'est pas du respect mutuel. C'est de la conformité. Un respect sain laisse de la place au désaccord. Il permet à un autre adulte de dire non, sans en être puni. Il permet à quelqu'un de quitter une conversation, au lieu de s'y soumettre. Mon d'accord silencieux le matin de Noël a dérangé maman, car elle s'attendait à l'une des deux versions de moi. La fille qui se soumettait, ou la fille qui explosait. L'une ou l'autre la gardait sous contrôle. Monter à l'étage et ramener la boîte, a changé le schéma, car j'ai cessé d'auditionner pour l'un ou l'autre rôle. Cette leçon va au-delà des parents. Un partenaire pourrait dire, après tout ce que j'ai fait pour toi, un ami pourrait dire, si tu tenais à moi, tu ferais ça. Un patron pourrait qualifier une opposition raisonnable d'insubordination. Les mots changent. La structure peut être la même. Avant d'accepter l'accusation d'être irrespectueux, demandez quelle obéissance l'autre personne exige réellement. La deuxième règle est la suivante, arrêtez d'essayer de gagner avec la mémoire seule. La mémoire compte. Votre expérience compte. Pourtant, les disputes sur le passé peuvent devenir un piège. Quand une personne a passé des années à contrôler l'histoire, vous dites « ceci est arrivé ». Elle dit « non, ce n'est pas arrivé ». Maintenant, la conversation ne porte plus sur ce qui s'est passé. Elle devient un concours de crédibilité. Qui semble le plus calme? Qui est le plus âgé? Qui a le plus d'alliés? Qui a déjà la réputation d'être raisonnable? Qui a passé des années à enseigner à tout le monde que l'autre personne est instable? J'ai perdu ce concours pendant longtemps, car je continuais à croire qu'une explication parfaite ferait enfin admettre à maman ce qu'elle avait fait. Cela n'est jamais venu. Ma stratégie d'adulte est devenue plus petite et plus pratique. Gardez les documents qui vous appartiennent. Préservez les messages importants. Utilisez des témoins neutres, lorsqu'une confrontation peut être contestée plus tard. Mettre les autorisations importantes par écrit. Demandez de l'aide à des personnes qualifiées, lorsque le problème dépasse votre compréhension. Ce n'est pas une vengeance. Cela peut simplement être un moyen d'empêcher que votre réalité ne soit effacée. L'ancien enregistrement de quand j'avais 16 ans à compter. Le relevé de grand-mère à compter. Sa lettre à compter. Pourtant, maman pouvait discuter du contexte jusqu'à la fin des temps. L'incident de l'appartement était différent. On lui avait dit que son accès était révoqué. Papa avait pris connaissance du message. Elle avait gardé une autre clé. Elle avait attendu que je parte. Elle est entrée quand même. Sa tentative de se débarrasser d'anciennes preuves, a créé de nouvelles preuves du même schéma. Cela m'a appris quelque chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Parfois, la preuve la plus claire n'est pas ce que quelqu'un a fait il y a 20 ans. C'est ce qu'il choisit de refaire, après que tout le monde lui a finalement dit d'arrêter. La troisième règle est celle qui a le plus changé ma vie quotidienne. Une limite sans modification d'accès, n'est qu'une demande. J'aurais pu quitter Noël en disant « j'en ai assez ». Puis ne rien changer. Même clé de rechange, mêmes appels privés, mêmes invitations aux fêtes, mêmes disputes interminables, même attente que je réponde chaque fois que maman décidait qu'elle était prête à m'expliquer à moi-même. Les mots auraient semblé forts. La structure serait restée exactement la même. Alors, j'ai changé ce que je pouvais réellement contrôler. Les originaux ont été déplacés dans un endroit sûr. La permission d'entrer chez moi a été révoquée par écrit. Le changement de serrure a été planifié. J'ai arrêté de débattre avec maman en tête-à-tête. J'ai utilisé des témoins, lorsque la situation l'exigeait. J'ai laissé les questions juridiques à quelqu'un de qualifié pour les gérer. Plus important encore, j'ai cessé de faire de l'accord de maman une exigence pour ma prochaine décision. C'est la différence entre contrôler une autre personne, et contrôler l'accès à votre propre vie. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à s'excuser. Vous pouvez cesser de lui donner un public illimité.
Vous ne pouvez pas forcer un proche à dire la vérité sur vous. Vous pouvez cesser de participer à des conversations construites autour d'un mensonge. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à devenir digne de confiance. Vous pouvez modifier la quantité de confiance, dépendante de l'accès qu'il reçoit. Le plus étrange est que faire cela peut apporter de la culpabilité, avant d'apporter du soulagement. Pendant la majeure partie de ma vie, être une bonne fille signifiait revenir, expliquer, donner une chance de plus, avaler une insulte de plus, car maintenir la paix était censé me rendre mature. Alors, quand j'ai arrêté, une partie de moi a continué à réagir comme si je faisais quelque chose de cruel. Cette culpabilité n'était pas la preuve que j'avais tort. Parfois, ce n'était que la preuve que je faisais quelque chose d'inhabituel. Le familier peut sembler plus sûr que le saint, simplement parce que vous l'avez pratiqué plus longtemps. Pendant un certain temps, j'ai pensé que la boîte rouge était le centre de l'histoire. Elle avait l'air de détenir le pouvoir. Elle contenait des preuves, des dates, des voix, des papiers, des choses que je pouvais brandir quand quelqu'un me disait que je me souvenais mal. Finalement, j'ai compris que la boîte n'était qu'un pont. J'en avais besoin, car j'avais passé tant d'années à apprendre à ne pas faire confiance à ma propre expérience. Puis, elle a fait son travail. Le but n'a jamais été de transporter cette boîte dans chaque pièce, pour le reste de ma vie. Le but était d'atteindre un point où je pourrais documenter le passé, sans construire tout mon avenir autour de la preuve de celui-ci. Je n'ai jamais eu de parents parfaits. L'argent n'a pas réapparu comme par magie. Il n'y a pas eu de confession dramatique au tribunal. Personne ne s'est tenu devant tout le quartier, pour annoncer que j'avais eu raison depuis le début. Ce que j'ai obtenu, était plus silencieux. J'ai obtenu le contrôle de qui avait accès au prochain chapitre de ma vie. C'est pourquoi la note de Nathalie a eu de l'importance. 1 an auparavant, maman utilisait des notes manuscrites pour montrer à chacun son rang. La note de Nathalie a fait le contraire. Elle est venue après un changement de comportement. Elle avait déjà commencé à poser des questions plus difficiles. Elle avait déjà cessé de couvrir maman. Elle m'avait déjà montré, lentement, qu'elle comprenait que la confiance ne lui était pas due, juste parce que nous partagions le même nom de famille. Le papier n'a fait que donner des mots à ce que ses actions avaient commencé à prouver. Si quelqu'un dans votre vie a déjà qualifié votre autoprotection de manque de respect, faites attention à ce qu'il vous demandait réellement d'abandonner. Et si quelqu'un continue de vous dire que votre mémoire est le problème, demandez-vous si la dispute est devenue plus importante pour lui que la vérité. Vous n'avez pas besoin de gagner tous les débats, avant de changer ce que vous autorisez. Vous n'avez pas besoin d'une approbation unanime, avant de protéger votre maison, vos dossiers, votre temps ou votre paix. Si vous aviez été à ma place ce matin de Noël, auriez-vous ouvert la boîte rouge? Ou l'auriez-vous emportée et n'auriez-vous jamais regardé en arrière? Dites-moi ce que vous auriez fait. Et si cette histoire vous a rappelé quelqu'un qui a besoin d'entendre la différence entre le respect et l'obéissance, partagez-la avec lui. Abonnez-vous, si vous voulez plus d'histoires où la vraie récompense vient de choix clairs, de conséquences réelles et, enfin, du refus de laisser quelqu'un d'autre écrire votre vie pour vous. Je sais exactement ce que vous criez à l'écran en ce moment. Pourquoi Courtney a-t-elle continué à revenir? Pourquoi a-t-elle passé des années à essayer de s'expliquer à des gens qui avaient déjà décidé quel était le problème? Parce que les relations toxiques peuvent fonctionner comme une machine à sous. La plupart des tirages ne vous donnent rien. Puis, de temps en temps, vous obtenissez une petite récompense. Un Noël agréable, un appel téléphonique aimable, un parent qui dit « Je suis fier de toi ». Une sœur qui vous défend enfin. Juste assez d'espoir pour vous faire actionner le levier à nouveau. Les psychologues appellent cela le renforcement intermittent. En termes simples, cela signifie que des récompenses imprévisibles peuvent maintenir les gens accrochés plus longtemps que des récompenses constantes. Courtney ne restait pas parce que le traitement avait un sens. Elle continuait de courir après la possibilité que la prochaine conversation soit enfin différente. Cela nous amène à l'aspect financier, car cette histoire contient plusieurs décisions intelligentes, qui méritent d'être copiées. La première est ce que j'appelle la stratégie d'audit. Remarquez ce qui a changé lorsque Courtney a cessé de discuter de souvenirs, et a produit un relevé de compte réel, montrant 31 842,17 $.
Les détails changent la conversation quand de l'argent est en jeu. Cessez d'accepter des phrases comme « nous l'avons utilisé pour toi » ou « cela a été géré il y a des années ». Demandez quel compte, quelle institution, quelle date, quel solde, quel retrait. Vous n'accusez personne. Vous demandez des documents. Les gens qui disent la vérité ont généralement beaucoup moins de raisons de craindre des questions spécifiques. Deuxièmement, construisez le dossier avant de construire la confrontation. Courtney a gardé des copies. Elle a transféré les originaux à un avocat, a conservé les messages importants, et a mis par écrit la restriction d'accès à l'appartement. C'est de la légitime défense financière et juridique sous sa forme la plus simple. Gardez vos propres documents. Conservez les relevés importants. Sauvegardez les accords écrits. Si un actif, un héritage, un prêt, ou un compte familial implique votre nom, comprenez ce qui existe avant qu'une crise ne commence. Troisièmement, c'est ce que j'appelle le rachat. Parfois, acheter votre liberté ne signifie pas écrire un chèque à quelqu'un. Cela signifie accepter un inconvénient temporaire, pour éliminer un levier permanent. Changer la serrure, séparer les comptes, déplacer les documents, arrêter de partager les mots de passe, payer des conseils professionnels, lorsque les enjeux le justifient. Quelques centaines de dollars dépensés pour protéger votre avenir peuvent être moins chers que des années passées à réparer des dommages causés par un accès que vous auriez dû supprimer plus tôt. Et voici le verdict final, votre valeur n'augmente pas, lorsque quelqu'un admet enfin qu'il vous a maltraité. Elle n'a jamais dépendu de leur approbation. La plus grande victoire de Courtney n'a pas été de prouver que sa mère avait tort. C'était d'atteindre le point où la version des événements de sa mère ne pouvait plus contrôler sa maison, son argent ou ses décisions.